Bien. Alors, mes chers collègues, je suis heureux d'ouvrir aujourd'hui un nouveau cycle à l'intérieur de cette mission d'évaluation et de contrôle, qui est une émanation de la Commission des finances, mais ouverte aux autres collègues qui s'intéressent à un certain nombre de sujets. Sur proposition de Madame Rabin, le bureau de la Commission des finances a souhaité se pencher sur la question des chambres de commerce, sujet qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions en séance plénière lors récemment de la loi de finances 2015. Et puis finalement, d'autres lois de finances conduites sous d'autres majorités. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est au cœur d'un certain nombre de préoccupations, considéré par certains comme étant un modèle efficace, par d'autres comme étant un modèle qui a fait son temps. Je dis les choses comme je les ai entendues un peu partout sur notre territoire et donc dans notre hémicycle, qui est la représentation de notre pays, considérant notamment qu'à partir du moment où elle était issue d'une taxe affectée, l'État avait un certain droit de regard, et même plus que de regard, sur les montants et le fonctionnement de ces institutions. Cela pose toute une série de questions de fond qui dépassent d'ailleurs la simple question financière, qui est aussi posée dans le cadre de la loi NOTRe par la nouvelle organisation territorialisée de l'action économique, dont les chambres de commerce, historiquement, comme d'ailleurs d'autres chambres, comme d'autres réseaux consulaires, sont un des éléments armés, issus d'ailleurs directement du monde de l'entreprise. Donc c'est là où s'effectue un choc entre l'État, qui a sa vision, les collectivités territoriales qui ont la leur, vous qui êtes aussi dans cette position spécifique d'être co-géré par le tissu économique, et puis nous, parlementaires, qui devons faire une forme de synthèse dans tout ça, qui n'est pas facile d'aborder, et dont je suis heureux que l'ensemble de la MEC, sur laquelle l'ensemble de la MEC va donc se pencher pendant les semaines qui viennent. Vous le savez, la MEC est traditionnellement alors coprésidée par un représentant de la majorité et de la minorité, comme on dit en novlangue, hein, mais de l'opposition en général, donc de la minorité, même si c'est un peu compliqué en ce moment, de savoir qui est dans la minorité ou dans la majorité et autres. Mais bon, je vais faire la parenthèse. Simplement, donc, c'est traditionnel, et il en va de même pour nos rapporteurs, puisque Madame Vautrin donc, accompagne Madame Rabin dans ces travaux. Je pense que le plus simple, c'est de vous laisser la parole pour exposer un peu en propos liminaire votre situation, ce que vous faites, vous présenter. Ne pas oublier d'appuyer sur le micro pour aider nos administratrices, en l'occurrence, et notre rédacteur pour faire le compte-rendu. Et puis par ailleurs, c'est retransmis donc, comme la plupart des mecs. Voilà, je vous remercie. Il n'y a personne de la Cour des comptes, d'ailleurs, entre parenthèses? Non, parce que d'habitude, on est assisté par la Cour des comptes. Donc, je dis bien magistrat, pas élu. Oui. Très bien. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, écoutez, vous avez en face de vous donc 3 représentants de l'administration de Bercy, donc issus de la Direction générale des entreprises, donc qui assurent la tutelle de l'État donc sur les 2 réseaux consulaires. Donc à la fois chambre de commerce et chambre de métier, puisque ce sont les 2 réseaux qui sont dans le spectre Bercy. Donc écoutez, nous allons nous présenter. Renaud Richet, donc je suis l'adjoint au chef du service du développement territorial et international à la Direction générale des entreprises et en même temps sous-directeur des réseaux consulaires. Voilà, je suis, pour faire court, un petit peu sorti de cabinet ministériel à la période où démarrait la loi de 2010, qui me permet de reconnaître quelques visages autour de, enfin, ce qui a été la loi du 22 juillet 2010, mais dont les travaux, évidemment, avaient commencé bien avant, en 2009, donc voilà, donc qui portait effectivement, qui avait cranté un train de réforme donc sur les 2 réseaux, donc visant effectivement à faire monter en charge notamment l'échelon régional. À mes côtés, Bernard Laverne, qui est l'actuel chef du bureau de la tutelle des chambres de commerce, et Pierre Hébérol, donc qui lui, donc voilà, suit les chambres de métier.
Donc, écoutez, voilà, donc nous avons commencé à échanger avec certains de vos collaborateurs, hein, donc qui nous ont un petit peu cadré l'exercice. Nous avons déjà reçu, voilà, déjà un petit peu de, bon, quelques éléments de vos réflexions, hein, donc de vos questionnements. Nous avons commencé un petit peu à réfléchir à ce sujet. Nous avons compris également que ces papiers seraient doublés d'un envoi entre guillemets plus officiel au ministre, hein, c'est ça, voilà, pour leur permettre effectivement de répondre plus longuement et de rassembler quelques documentations concernant notamment des questions qui nous demanderont un petit peu d'investigation, notamment sur la présentation des mutualisations, sur les choses qui se passent un petit peu sur l'ensemble du territoire. On a quelques exemples. On pourra au cours de la discussion de cet après-midi vous citer comme ça quelques exemples, mais voilà, bon, le temps de rassembler quelques documents de synthèse, quand même un petit peu plus complets. Et puis nous nous retrouvons un petit peu également dans l'actualité, puisque voilà, nous avons déjà des amendements qui sont déposés sur le projet de loi NOTRe. Doublement dans l'actualité, j'allais dire, parce au dernier comité directeur des chambres de commerce et d'industrie, Madame Lebranchu est venue donc expliquer au réseau consulaire pourquoi, a priori, le gouvernement ne porterait pas de projet d'amendements gouvernementaux dans la loi NOTRe, puisque ces deux réseaux consulaires étaient composés d'établissements publics de l'État, et qu'a priori, donc, ils n'avaient pas vocation naturellement à se trouver portés par le gouvernement dans un projet de loi qui concernait l'organisation des différents échelons territoriaux des collectivités donc, de la République. Bon, ce qui n'empêche que nous nous trouvons avec quelques amendements parlementaires, un qui a été déposé en fin de semaine dernière, qui concerne les chambres de commerce et d'industrie, donc qui permettra donc un petit peu par anticipation des réflexions menées par la tête de réseau avec l'ensemble du réseau de permettre aux quelques régions consulaires qui avaient bien avancé, j'ai l'exemple des Normands, puisque cet amendement était en quelque sorte rédigé pour eux, puisque l'idée de fusionner les deux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie pour rendre effective cette région au 1er janvier 2016 nécessitait effectivement le dépôt d'une disposition législative avant d'attendre effectivement le projet de réforme d'ensemble qui concernera les chambres de commerce et d'industrie et que l'Assemblée générale des chambres de commerce doit commencer à esquisser lors de son Assemblée générale de la semaine prochaine. Et puis nous avons, puisque nous étions un petit peu en avance concernant l'autre réseau des chambres de métiers, puisque c'est bon, je ne dis pas que c'est une tradition, mais enfin en général c'est un réseau puisqu'il est plus petit, parce qu'il est plus homogène, pour plusieurs raisons. Donc leur assemblée générale de fin d'année. D'accord. Ah d'accord, pardonnez-moi. Donc au cours des assemblées générales de la tête de réseau des chambres de métiers donc du mois de décembre, donc ils avaient déjà largement esquissé donc leur proposition de réforme, un petit peu malgré tout oui, on peut quand même parler de contraintes financières un petit peu derrière tout ça. Donc le président Griset a fait voter, a fait le travail de pédagogie qu'il fallait et a fait voter un projet de réforme donc de son réseau, donc qui s'est traduit donc par plusieurs amendements, je crois, qui sont en cours de dépôt. Il y a 4 amendements donc, qui là aussi proposent une réorganisation, là aussi pour se caler sur la future organisation territoriale. Le souhait des chambres de métiers était d'avoir le plus rapidement possible un vrai président de région consulaire en face des nouveaux présidents, de région, donc qui vont émerger les deux projets de loi territoriaux donc, qui ont été adoptés ou qui vont être adoptés donc, par le Parlement. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors là aussi, mais là je crois que, vous avez été forcément, vous avez suivi ça de très très près. Effectivement, les lois de finances donnent de plus en plus lieu à débat. Et effectivement, on voit bien c'est ce que vous rappeliez, Monsieur le Président. On est un petit peu au cœur de. On a presque des débats de portée philosophique entre certains de nos collègues du ministère des Comptes qui estiment que les chambres de commerce étant des établissements publics de l'État, l'État est chez lui partout, du moment qu'elles sont financées par prélèvement obligatoire, et des établissements publics composés d'élus, dont des trésoriers qui sont également élus, pour qui, entre guillemets, c'est la 2e année qu'ils se trouvent confrontés à ce problème. Et c'est vrai que c'est... Alors on peut aussi, je dis pas que nous sommes un petit peu, plus modestement que la représentation nationale que vous représentez, mais un petit peu aussi au carrefour des débats, puisque nous participons nous sommes l'administration qui participe le plus près possible à la vie des deux réseaux consulaires, et en même
temps, j'allais dire, voilà, donc nous devons aussi leur faire comprendre que les temps ont changé, que nous n'en sommes plus, que les centimes additionnels à la patente de 1806, c'est terminé, que du moment qu'on bénéficie de prélèvements obligatoires, il faut en justifier, que lorsqu'une chambre de région signe une convention avec un conseil régional, elle ne rechigne pas à remplir une batterie d'indicateurs pour faire savoir à l'exécutif régional, voilà, pourquoi et comment la dotation de la collectivité territoriale a été utilisée, et qu'il n'y a pas de raison que cette même logique de fonctionnement soit applicable avec l'État. Mais c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu moins intuitif. Et là aussi, mais je crois que nous l'avions déjà remarqué au moment de la loi de 2010, il y a des cultures, je crois qu'il y a des cultures différentes entre ces deux réseaux. Enfin, on le retrouve, voilà, je trouve que les artisans, paradoxalement moi j'ai découvert ça depuis quelques années maintenant, sont beaucoup plus, j'allais dire, dans leur tête, agents publics, va-t-on dire, beaucoup plus disciplinés entre guillemets. Enfin, dès la réforme du statut des personnels des chambres de métiers de 2009, une assemblée chef d'entreprise a voté quand même quelque chose qui ressemble d'assez près au statut des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Voilà, ça n'a pas gêné du tout les présidents de chambres de métiers qu'un secrétaire général d'une chambre régionale de métiers soit rémunéré sur la valeur d'un certain nombre de points, avec une valeur de points, voilà, évidemment c'est pas la valeur du point fonction publique, mais on est dans cette logique-là, et puis qu'il soit, pour bien afficher clairement que la région est quand même l'élément maintenant pivot d'un réseau consulaire, que le secrétaire général de la chambre régionale de métiers soit le mieux rémunéré de sa région, que le secrétaire général d'une chambre de département de 0 à 5000 chefs d'entreprise, voilà, et en construisant une espèce de grille plutôt homogène qui favorise d'ailleurs les mobilités, et en étant conscient que désormais, donc, il fallait quand même que ces établissements publics soient pilotés par des cadres supérieurs de bonne qualité, et donc on acceptait même en proposant donc sur le recrutement de leurs cadres sup, une fois que les présidents ont recruté leurs collaborateurs, une deuxième lame de rasoir entre guillemets, qui est un examen professionnel qui est organisé par la tête de réseau et qui est malgré tout un vrai examen professionnel. Enfin, donc les chefs de bureau des chambres de métiers y participent, des universitaires y participent. La dernière session d'automne, sur 6 candidats, il y a eu un seul recruté. Enfin, il y a quand même eu 5 recalés. Enfin, voilà, donc c'est dire. Et on voit bien d'ailleurs que les profils ont quand même changé. Enfin, sur une mandature, les profils ont changé, avec malgré tout les effets bénéfiques que tout ça peut avoir en termes de respect ensuite, d'appel d'offres, de marché public, de qualité des relations avec les élus territoriaux, avec les préfets. Enfin, malgré tout, les choses se sont... et ce qui explique aussi qu'on a un petit peu... de façon un peu triviale, les choses se passent... on a un petit peu... quand les contrôles nous avons des programmes annuels de contrôle avec nos collègues ce qu'on appelle, nous, le CGFI, le contrôle général économique et financier, qui, grosso modo, tous les ans, font un audit un petit peu poussé sur 5 chambres de commerce et sur 5 chambres de métiers, plus l'IGF qui est rentré à nouveau depuis 2-3 ans dans le spectre consulaire. Et on voit, depuis les grands anciens de la direction générale des entreprises constatent qu'il y a quand même, que toutes ces missions ramènent beaucoup moins d'articles 40, voire quasiment plus par rapport à des temps, qui n'étaient pas si lointains, et où parfois, mais pas forcément par mauvaise foi ou par esprit dolosif, mais parce qu'il y avait un problème d'acculturation. Le trésorier d'une chambre de métier élu chef d'entreprise de l'ancien temps, ça voyait un parapheur avec des chèques arriver, ça signait les chèques. Voilà, c'est pas sans avoir forcément une mauvaise intention par derrière, mais sans un secrétaire général un petit peu armé pour le prévenir et pour lui expliquer, que sans être un spécialiste de la dernière directive européenne, qu'il y a quand même des seuils à respecter, qu'il y a des procédures à respecter en fonction de ces seuils, il y a quand même qu'il pouvait y avoir quelques pièges à éviter qui, in fine, retombent toujours d'ailleurs sur la responsabilité, de l'élu. Mais voilà, j'allais dire, juste pour ne pas trop, pour essayer de répondre à vos questions le plus rapidement possible, voilà, juste pour vous dire, à nouveau, j'allais dire, nous sommes un petit peu à la croisée des chemins, quoi. Donc, et nous retrouvons un petit peu, j'allais dire, les mêmes postulats de départ qu'en 2009-2010, avec un réseau chambre de métiers, qui a relativement uni derrière son président, son assemblée générale de tête de réseau, qui a une vision assez claire de l'endroit où il veut atterrir, qui est conscient effectivement
qui est conscient d'ailleurs, M. Griset, quand il doit calmer quelques-uns de ses présidents les plus remuants, leur explique qu'il leur parle en tant que président d'un établissement public national, et que quand il veut parler très fort, il parle plutôt avec sa casquette de chef de syndicaliste taxi, et qui est assez conscient qui est quand même assez conscient de ses responsabilités, justement dues à la perception quand même d'un prélèvement obligatoire, et puis avec le souci, effectivement, la réforme de 2009 là-dessus avait un petit peu inquiété forcément, puisque les artisans se perçoivent toujours un petit peu comme les futurs OP en cas de rapprochement des deux réseaux. Donc voilà, ça crée. Ils ont aussi mettent aussi un petit point d'honneur, un petit peu pas essayer de mieux faire, mais enfin des partenaires plus faciles que leurs grands cousins germains. Un autre avantage comparatif qu'ils ne perçoivent pas comme un avantage, c'est qu'évidemment ayant des moyens beaucoup plus modestes, déjà culturellement, on est quand même obligé de maximiser effectivement ces ressources quand on en a peu. Bon, ils ont un petit peu, je pense que je ne sais pas si on doit parler de vagues ou de vaguelettes, mais enfin les motions proposées par la grosse mission IGF du printemps, bon, les motions étaient quand même beaucoup moins fortes du côté des chambres de métiers que du côté des chambres de commerce, où voilà, quand on fait remonter dans un rapport dont vous avez eu connaissance, bon, il n'y avait pas 2 milliards 3 d'euros de valeur mobilière du côté des chambres de métiers. Donc voilà, donc du coup, d'après les tableaux que nous avons, le réseau des chambres de métiers, c'est moins 3 millions d'euros de trésorerie à la fin de l'année 2014. Donc voilà, c'est pas des choses. Donc ils sont effectivement à peu près à l'étiage en fonction des missions qu'ils remplissent. Et donc voilà, donc nous arrivons dans une période un petit peu intéressante. Alors là aussi, vous en avez forcément, vous l'avez, enfin notre précédent ministre, M. Montebourg, donc voilà, avait un petit peu, certains de ses propos étaient perçus comme urticants notamment par les chambres de commerce. Bon, l'idée du ministre et de ses conseillers était assez qui était partagée d'ailleurs par l'ensemble du pôle Bercy, avait une conviction, c'était de dire les chambres de commerce, ça va être un peu en ces périodes de redressement des comptes publics, en ces périodes de concurrence où les collectivités territoriales aussi ont leur part au développement économique, sont aussi, de par la Constitution, leaders en matière de développement économique, leaders en matière de formation. Bon, les CCI, grosso modo, ça doit faire comme une CCI, ça doit faire comme une chambre de métier, ça doit surtout faire de la formalité. Donc, de toute façon, le CFE, la gestion des CFE leur est confiée par la loi, par le Code de commerce, ça doit surtout accompagner les entreprises et ça doit surtout faire de la formation. Voilà. Et donc, sur cette base-là, on doit pouvoir effectivement adapter leurs ressources et leur permettre de contribuer au redressement des finances publiques sans que tout ça soit particulièrement dolosif. Bon, voilà, c'est une... vous avez, comme nous, lu la presse et vu effectivement que ces propositions avaient eu, comme on dit pudiquement dans ces cas-là, un succès d'estime. Donc voilà, on en est un petit peu maintenant dans la suite ou la reprise de ces débats. Sachant qu'il y a, surtout, ce rapport IGF a été critiqué. Ils sont tous critiqués, ce qui prouve certainement qu'ils sont, Alors, cela dit, il y avait comme une méthode qui m'avait semblé, parce que nous avions participé au comité de pilotage, qui étaient des comités de pilotage que la mission d'inspection avait organisé avec les deux têtes de réseau consulaire. Il avait eu notamment comme mérite intellectuel de s'appuyer uniquement sur les chiffres fournis par les deux têtes de réseau, ACFCI et APCMA. Donc, ce qui était quand même, après, on peut contester ce qu'on veut contester, mais enfin, voilà, quand la tête de réseau des CCI explique qu'il y a 19% des agents qui vont partir à la retraite dans les 5 ans, donc 19% des agents avec un salaire moyen de 40 000 euros, ça fait quand même un peu plus de 250 millions d'euros d'économisés rien qu'en départ naturel. Il n'y a pas besoin d'aller expliquer qu'à cause de la loi de finances, on va mettre dehors 7500 agents et d'angoisser un petit peu beaucoup d'agents, beaucoup de ces personnels. Donc ça a permis quand même de caler malgré tout, d'objectiver beaucoup de critères. Après, on en tire les conclusions. Qu'on veut en tirer. Mais... Oui, je vous en prie. Monsieur Lavergne, et puis après, de toute façon, on va reprendre tout ça avec les rapporteurs. Oui. Pardon ?
Pardon, alors, il faut que je le tienne. Alors. Oui, Voilà. non. Voilà. Donc, le réseau des CCI, c'est au jour d'aujourd'hui 151 établissements publics, c'est près de 4 milliards de budget consolidé, c'est près de 26 000 agents. Et donc, ce réseau est en passe d'évoluer. J'ai bien vu vos questions. Faut-il commencer à y répondre ou d'accord. Voilà, d'accord. Oui, alors, comment est-ce que CCI France, quelles sont les missions de CCI France? Eh bien, en fait, c'est l'article L711-16 du Code de commerce qui précise ce que sont ces missions. Et CCI France a réalisé déjà un certain nombre d'émissions. Par exemple, si on regarde, CCI France élabore une stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Eh bien, c'est notamment ce qu'elle a fait par l'intermédiaire du contrat d'objectifs et de performance qui a été signé le 28 mai 2013. Et puis, avec un pacte de confiance. Donc, en fait, c'est réalisé. De la même manière, elle gère des projets de portée nationale intéressant le réseau. Et bien, elle le fait puisque par l'intermédiaire du SIRH ou par l'intermédiaire du CUB, SIRH donc est le système d'information des relations humaines, donc qui permet une gestion prévisionnelle des effectifs. Le CUB, c'est un dispositif comptable qui permet de faire des remontées comptables du réseau. Et bien, tout cela existe. CCI France propose aussi, on le retrouve aussi dans les fonctions de soutien dans les domaines techniques. Bon, je vous ai parlé du SIRH et du CUB. Elle peut passer pour son propre compte ou pour celui de toute ou partie des chambres, des marchés ou des accords cadres. On retrouve le SIRH et puis le CUB. Elle définit la politique générale en matière de gestion du personnel des chambres. Renaud Richer vous en a parlé par l'intermédiaire, par exemple, des commissions paritaires nationales qui sont présidées par le ministre, CCI France, les représentants des employeurs plutôt, et les représentants des organisations syndicales, et font évoluer le statut qui va s'appliquer au personnel. Là, en revanche, CCI France n'a pas diligenté d'audit relatif au fonctionnement des différentes chambres du réseau et n'a pas non plus constitué, à la demande des chambres, peut-être que les chambres ne lui ont pas demandé, une instance de conciliation, et pourtant, il existait dans le réseau certains différends. Donc, et il existe dans le réseau certains différents. Et bien sûr, CCI France coordonne les actions du réseau avec les chambres françaises, les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. C'est tout ce qui, en ce moment, est en train de tourner autour de CCI International, CCI France International. Donc, en fait, il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place, surtout une répartition des rôles, parce que jusqu'à présent, les différentes entités avaient tendance un peu à se chevaucher dans leurs attributions. Donc, une répartition des rôles qui se fait à l'international. Donc, voilà pour ce qui concerne l'évolution des missions de CCI France. Même si CCI France ne fait pas l'intégralité des missions qui lui sont confiées par la loi, il n'empêche qu'elle en a réalisé un certain nombre. Si vous le permettez, on va peut-être vous interrompre pour ne pas vous laisser aller au bout de votre propos. Donc on sait que CCI France et les chambres dans l'ensemble, il y a une forme de rupture ou en tout cas de malentendu entre elles. Est-ce que vous pensez que c'est dû au type de mission ? Puisque finalement, alors à quoi ce serait dû? Parce que ça crée quand même des difficultés pour nous, pour pouvoir apprécier. Du coup, est-ce que tu peux expliciter la notion de malentendu, clairement?
La notion de malentendu, moi je la vois à travers différentes rencontres que j'ai pu avoir où certains présidents de chambres régionales qui fonctionnent plutôt bien, je veux dire, récusent le rôle de CCI France, le récusent, estiment, enfin, je pense qu'ils se posent la question du type de mission qu'on leur a confiée. Donc si nous réfléchissons, vous êtes c'est notre première audition, donc nous démarrons dans le sujet avec ma collègue, mais si nous réfléchissons, on a l'intention de réfléchir naturellement à la question financière qui est récurrente, mais on peut aussi se reposer la question de la structuration même. Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, je ne m'interdis rien en matière de réflexion. Est-ce que cette structuration est bonne compte tenu des missions que vous venez de... En fait, une des difficultés qu'a CCI France, c'est que, en fait, elle ne dispose pas directement de ressources. Et donc, elle demande aux chambres de région de bien vouloir lui octroyer des ressources. Il est bien évident que dans cette négociation, qui est quand même une négociation de demandeurs, eh bien, ça ne donne pas de poids à CCI France. Et donc, il y a une négociation que nous, on ne voit pas nécessairement étant tutelle, mais qui doit avoir lieu et où CCI France n'est pas véritablement maître de ses ressources, en fin de compte. Voilà. Oui, vous venez de préciser que vous demandiez donc des ressources à l'ensemble donc des CCI, si je comprends bien. Alors comment elle se définit entre vous ce rôle, donc la part? Est-ce que c'est une cotisation qui est fixée d'office avec un montant fixé annuellement, ou est-ce que c'est une négociation au coup par coup? Comment ça se passe? C'est CCI France qui fixe elle-même le montant de ce qu'elle va prélever, ce qu'elle va demander au CCIR. Mais il est bien évident qu'en le demandant, elle émet un signe. C'est-à-dire que, par exemple, la tête de réseau ne peut pas demander de forte augmentation, alors qu'elle sait très bien que la ressource financière, la taxe, est en train de baisser pour l'intégralité du réseau. Donc voilà, elle est prise un peu dans une négociation qui est une négociation politique avec les chambres de région. Vous pouvez nous rappeler grossièrement le budget de CCI France? Alors, combien ça représente? Le budget de CCI France, ça représente une centaine... attends. Faisons au centime, hein, c'est la masse que ça représente. Attends, je vais retrouver la masse. Pardon. Donc en 2013, en fait, sur 3,6 milliards de dépenses, les CCIT représentent 2,6 milliards, les CCIR représentent 879 millions, et puis la CFCI représente 36 millions. 36 millions pour 180 agents, quoi. Alors, depuis combien de temps la CCI France? Alors c'est la lointaine survivance d'une association de présidents. Alors c'était sous un modèle associatif, ça a démarré à la fin du 19e, au tout début du 20e. Ah oui, voilà, okay, donc voilà, et ça c'est c'est un chaînage qui remonte, voilà. Alors qu'effectivement les structures métiers sont plus récentes et ont été immédiatement calées par la loi dans les années 20. Alors peut-être juste pour compléter le propos de Bernard, la Chambre de commerce de Paris est adhérente de CCI France, évidemment. Bien sûr. Alors, on est d'accord. Bien sûr, la Chambre de... Voilà, tout à fait. Enfin, ce qu'on appelle maintenant la Chambre de commerce et d'industrie régionale d'Île-de-France, dont... Non, mais je comprends, mais justement, c'est ça que je voulais avoir. Tout à fait. Bien sûr, d'ailleurs, Pierre-Antoine Gailly est le deuxième vice-président de la tête de réseau. Madame Vautrin ? Moi, je voulais préciser que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a un autre élément, c'est que je crois qu'il serait intéressant qu'on fasse, c'est dans les questions qui sont juste après, le bilan de la loi de 2010 pour voir finalement, 4 ans après, qu'est-ce qui s'est passé, combien est-ce qu'on a eu d'évolution. Et pourquoi est-ce que je dis ça à ce moment-là? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la loi de 2010 avait été précédée d'une discussion interne au sein de CCI France qui s'appelait
à l'époque l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie. Non, pas la PCI, l'Assemblée française, la FCCI. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, ça avait été porté en interne avec des difficultés extrêmement importantes au sein même du réseau, puisque celles et ceux qui ont eu à connaître de ce dossier se souviennent qu'il y avait en fait plusieurs logiques qui s'affrontaient entre les tenants... ça va nous rappeler des souvenirs à l'Assemblée, entre les tenants du départementalisme, les tenants de la régionalisation et les tenants de la métropolisation. Bon, tout ça a donné lieu à de nombreuses difficultés qui finalement se sont soldées au moment de la discussion du texte. Donc il y a derrière tout ça non seulement des enjeux financiers, mais des enjeux organisationnels. Et quand on regarde aujourd'hui, d'où l'importance peut-être de faire un bilan, on va voir que finalement, 4 ans après, c'est pas fulgurant comme évolution. Non, non, là, vous, enfin, là, de ce côté-là de la table, vous prêchez, j'allais dire, voilà, pour une expression un peu triviale, vous prêchez des convertis, Madame la Présidente, et on voit bien, ça a été compliqué, il a fallu les deux régions, en gros, où ça a bougé, quoi, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais et les deux régions normandes qui ont décidé de fusionner, c'était un vrai projet de mandature, c'est-à-dire que dans la campagne électorale menée par les futurs élus dirigeants de ces deux régions consulaires, c'était vraiment, on va prendre 5 ans, on va prendre la mandature 2010-2015, parce qu'il faut ça, enfin, malgré tout, il faut ça, dire que ça se... Voilà. Et les gens qui ont démarré à peine, on l'a vu, les gens qui ont démarré à peine un peu plus tard, je crois que c'est une région que vous connaissez bien, Madame la Présidente, voilà, François Cravoisier a démarré à peine 1 an et demi plus tard, mais il a suffi, voilà, un coup c'est l'autre, enfin voilà, c'est le directeur général de la CCI 3 qui, enfin, voilà, qui lui complique la vie, enfin, et du coup il n'arrive pas à mener son processus, à terme, et là, bon, évidemment, ce n'est pas à nous de faire de la politique consulaire, nous sommes là pour répondre évidemment en droit à toutes les questions que vous nous poserez, mais par exemple, enfin, il y a effectivement ce que rappelait Bernard sur effectivement le fait que c'est plus facile pour la PCMA, même si elle maximise sa ressource fiscale, parce qu'on a affaire quand même à des établissements publics rattachés, donc il n'y a pas d'autorité hiérarchique forcément. Donc du coup, qu'est-ce qui fait le leadership d'une tête de réseau? Ou c'est son expertise technique, ou son charisme quelque part. Donc, et finalement, parce qu'on s'aperçoit que l'organisation du côté des chambres de métier est quand même quasiment identique. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On retrouve encore au sein du comité directeur de CCI France effectivement les clivages que vous aviez. Qu'on avait tous ressenti à la période de 2010, avec en ce moment une montée en puissance des métropolitaines. Alors très curieusement, on retrouve moins, les départementalistes sont beaucoup plus, je trouve ils sont beaucoup plus modérés. Enfin, je trouve que c'est, voilà. Allez, il est en train de rentrer dans l'esprit de tout le monde que les EPCI, et en particulier les agglomérations métropoles, vont piloter l'action économique territoriale avec la région, en complémentarité, et que c'est à cette échelle-là que les choses vont se faire. Donc, d'où la question, notamment de l'avenir des CCI. Je pense que c'est ça qui est rentré aujourd'hui à peu près, qui fait à peu près consensus. Après, il y a des questions peut-être plus rurales ou je ne sais pas. Non, c'est pas là-dessus que tu vas intervenir. Vas-y. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais chacun son métier. Des collectivités piloteront peut-être la partie économique en collaboration avec le gouvernement, mais n'auront pas le métier quand les CCI, qui elles sont en étroite relation dans le métier avec les entrepreneurs, et donc c'est des représentants d'entrepreneurs qui sont sur un territoire. Peut-être qu'il faudra trouver en effet des politiques contractuelles avec les collectivités qui n'existent pas forcément, à mon sens, aujourd'hui, et ça c'est peut-être des choses à mettre en avant, parce que là, les professionnels directement avec les politiques sur un plan territorial devront se concerter et travailler de manière contractuelle, à mon sens. Oui. D'ailleurs, le dernier comité directeur de CCI France a, je trouve, de façon assez sage, retenu un petit peu ses travaux et ses propositions de réforme pour avoir une vision un peu plus claire des dispositions de la loi NOTRe, effectivement. Donc, et voilà, de savoir qui fera quoi pour ne...
Voilà, exactement, qui sera. Mais ce que disait monsieur me fait penser à des débats, mais on a eu des débats, enfin, oui, un peu homériques et disproportionnés par rapport à la définition d'une simple convention, qui était le contrat de confiance et les contrats d'objectifs et de performance conclus entre l'État et la tête de réseau, où pendant 2 mois, les cabinets ont été assiégés par CCI France sur le thème il faut expliquer qu'on est leader, que non, c'est pas les collectivités locales qui sont qui sont chefs de file en matière de développement économique. On est au moins à leur niveau. Enfin, ça a été ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des chicayas perpétuels sur ces sujets. Enfin, je veux dire qu'on a quand même réussi à faire écrire. C'est aussi pour ça qu'on a pris du retard dans les conventions d'objectifs et de moyens qui doivent être déclinés au niveau régional. Ça a été ensuite la bagarre pour expliquer que ces conventions d'objectifs et de moyens consulaires régionales devraient s'inscrire parfaitement en cohérence avec tous les schémas prévus par le Code général des collectivités territoriales. Enfin, je veux dire, c'est ce qui, voilà, s'il nous semblait aller de soi, n'allait pas de soi du tout, avenue de la Grande Armée. Enfin, donc voilà, donc il a fallu faire un petit peu de pédagogie, sans compter l'innovation, sans compter beaucoup de sujets un peu périphériques, mais qui sont liés un petit peu à l'abondance de la fiscalité. Il faut dire que tant qu'on reçoit de l'argent, quelque part, on le dépense. Enfin, alors bon, et là aussi, je veux dire que bon, les PLF sont, forcément, vu le Bercy, un PLF est difficilement critiquable, mais bon, quand on voit quelques aventures dans lesquelles commençaient à s'engager quelques présidents de CCI, mais de bonne foi, on a vu la CCI. Non, mais voilà, mais vous n'êtes pas obligé de dire que c'est la chambre. Voilà, mais si vous voulez un président, oui, tout à fait, mais un président de chambre maritime qui achète 6 chalutiers qui lui coûte moins cher en pourrissant au fond d'un port qu'en naviguant, voilà, c'est pas forcément l'investissement du siècle, par exemple. Voilà, donc l'investissement, un autre président de chambre qui explique qu'il va faire un plan de licenciement c'est une dizaine d'agents, c'est pas bon, mais ça c'est quand même une dizaine d'agents, et qui en même temps achète un immeuble parce qu'il a de la trésorerie, il sait que la loi de finances va arriver et qu'il risque de se faire toiser, il met 11 millions d'euros cash sur la table, et c'est vrai que le préfet n'a rien à dire, il n'y a pas d'emprunt, donc voilà, on sort ça du coffre-fort du président et on achète ce qu'on veut. Et donc c'est vrai que alors ce n'est pas illégal, mais bon, on essaye de faire de la pédagogie en expliquant que les périodes ont changé. Enfin voilà, je veux dire que c'est pas. Madame Vautrin ? Oui, alors moi je crois qu'il y a quand même un sujet, c'est qu'il faut qu'on se pose la question des missions des uns et des autres, parce que acheter un immeuble de 11 millions, ça dépend si c'est il y a une mission de formation, si c'est pour mettre une école, c'est peut-être pas ridicule, alors tout dépend quel est l'usage qui en est fait. Et je pense que là, on va toucher à un sujet qu'on aborde à chaque fois qu'on parle des chambres de commerce, c'est-à-dire quelles sont les compétences. Parce que, bien évidemment, les compétences sont très variées en fonction des départements, des régions, etc. Il y a des cas où les chambres de commerce ne font que gérer, c'est pas réducteur dans ma bouche, mais ont comme activité principale la gestion de ports et d'aéroports. À d'autres endroits, elles vont avoir des missions de formation, etc. On a tout le sujet de l'enseignement supérieur, par exemple, avec le support d'écoles de commerce, par exemple. Et donc là-dessus, moi j'aimerais bien que vous puissiez... Est-ce que vous avez un peu une ventilation là-dessus au niveau national? Si on regarde le budget des chambres, est-ce qu'on peut dire... Oui. Oui, on peut. Oui, tout à fait. On pourra par grosse masse vous transmettre la ventilation. On sait que la formation, c'est 1 milliard. Voilà, c'est un peu plus d'1,2 milliard. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est grosso modo, c'est 40% dédié à l'accompagnement et aux formalités. Donc pour les entreprises, c'est 1 tiers effectivement pour la formation, avec un gros millier d'agents qui vont en face. Enfin voilà. Et là, j'allais dire, on a quand même pas mal travaillé avec la grosse mission IGF qui a pris plusieurs mois. Ça a quand même permis de faire remonter ce type d'informations qu'on vous. Oui, tout à fait. Non. Et c'est vrai que, alors là, c'est aussi, il y a quand même quelque chose que les chambres de commerce savent faire, c'est la formation. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est quand même, voilà. Et au lieu de se lancer dans l'innovation, de vouloir concurrencer le conseil régional, le conseil départemental, et c'est ce qu'on leur explique. On leur explique d'ailleurs la mission IGF, elle n'est pas partie, c'était pas pour faire un zoom après la mission Keran-Jorgensen qui était intervenue 6 mois avant. C'était quelque chose qui avait été notamment demandé par le cabinet de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avant d'attaquer les 2 textes territoriaux. Ce que nous disait très bien en réunion interministérielle à Matignon les représentants du cabinet de Manuel Valls, c'est de dire, attendez, moi je traite M. Rousset, je traite le président des départements, des mairies, et je dois leur expliquer il faut arrêter de multiplier les structures. Une agence de développement économique par région, ça peut suffire. Et à côté de ça, on nous répond que les consulaires en ont 3 par département. Donc voilà, donc il faut... Monsieur Fauré.
La composition des entreprises françaises, c'est 95% composé de moins de 20 salariés. La problématique, ce matin, nous recevions un économiste CAUC qui révélait que la problématique France était justement tout ce qui était l'apprentissage et la formation. Il nous disait que nous étions forts dans le domaine de la formation assez élitiste, notamment, et alors quand je pense aux chambres de commerce et industrie, moi je pense aux belles écoles de commerce qu'il y a sur l'ensemble du territoire et qui en effet sont reconnues comme de haute qualité. Mais on le voit, les formations vont s'adresser bien souvent ensuite à plutôt des personnes qui s'orienteront vers des grandes entreprises ou des ETI assez importantes. Alors que les cotisations des entreprises et des CCI arrivent de l'ensemble de ces 95% d'entreprises qui font moins de 20 salariés. Il y a une disparité donc entre ce qui est la vocation de ces CCI, de les aider aussi à faire des plans de formation et d'apprentissage notamment pour des jeunes allant de l'âge de 14 ou 15 ans, parce que je crois qu'il va falloir que l'on révise là aussi la façon de s'y prendre dans cet apprentissage pour prendre des jeunes beaucoup plus tôt. Et il va donc falloir mettre en place des plans de formation où là, vous avez une compétence et dans le cadre des contractualisations que nous évoquions, je crois que l'on pourrait développer un partenariat qui rendrait vraiment un rôle efficient et important pour ces petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la possibilité de conduire cela. Les pauvres, elles sont entre les mains souvent des rectorats ou de l'éducation nationale, ce qui est encore pire, et elles ont le plus grand mal. Mais oui. Et donc, qu'en pensez-vous et comment on pourrait conduire cela ? Alors moi je trouve qu'il y a encore pire, c'est l'entreprise qui est entre les mains d'un cabinet de conseil qui l'envoie un petit peu dans le mur en lui ayant facturé des honoraires assez faramineux. Donc, mais voilà, c'est qu'une opinion personnelle. Alors je trouve que là c'est quelque chose que autant que les CMA savent très bien faire savoir et les CCI beaucoup moins. Il n'y a pas que les 29 subdeco dans les CCI. C'est-à-dire qu'il y a tout et là aussi on pourra vous transmettre tous les documents que vous souhaitez. Enfin les CCI font quand même, il y a quand même 60 000 apprentis de niveau infra supérieur, et voilà, du bac pro au BTS, et autres. Ah oui, non, voilà, donc pour 2 millions de ressortissants. Non, tout à fait, non, et voilà. Alors après, c'est la force du modèle CCI, c'est un petit peu près de son tissu de commerçants et d'industriels, et de mettre en place des formations, parfois conjointement d'ailleurs avec la chambre de métier. La formation de prothésistes dentaires est quelque chose qu'on retrouve, alors il y a très peu de CFA qui le font en France, il y en a 5, mais c'est quelque chose qui est complètement interconsulaire, parce qu'il faut pouvoir accueillir un gamin, c'est les CMA qui les accueillent à Rennes, et c'est les CCI qui les accueillent à Strasbourg. Voilà, donc il y a un taux, et c'est du niveau BTS, et ça marche très très bien. Donc il y a des... mais c'est vrai que les CCI, on avait fait la réflexion, notamment moi depuis 3-4 ans, dans des régions où, par exemple, le président Vasseur et son directeur général font plein de choses. Alors l'EDEC, en plus, c'est le mauvais exemple, puisque l'EDEC n'est pas consulaire, mais enfin, ils ont quand même une ESC Lille qu'ils ont un peu rapprochée de celle de Nice, mais de communiquer, mais largement autour de toute la kyrielle de BTS qu'ils arrivent à armer et de bac pro qu'ils arrivent à armer dans la région. J'essaie de reformuler tout ça. Il y avait à l'échelle normalement des CCIR des projets de COG. On en est où là-dessus? Parce que s'il y a une convention d'objectifs et de moyens, et donc s'il y a des C'était effectivement une des idées du ministre Arnaud Montebourg de dire et qui a été reprise par son successeur, qui était de dire notamment au moment un petit peu de la tourmente des débats du PLF, de dire il faut au moins, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, tout ça a été public quand il est venu à l'Assemblée générale de CCI France, ne me faites pas de chantage à l'emploi, ne me faites pas de chantage à la formation, c'était de dire au moins ça permettra au préfet de vérifier que les crédits dédiés à la formation et à l'apprentissage sont toujours là. On en a parlé, j'en ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, donc forcément de querelle en querelle, tout ça a dérivé dans le temps, mais voilà, donc on a envoyé une instruction, on a quand même pu envoyer une instruction il y a un mois maintenant à l'ensemble des préfets pour leur expliquer comment envoyer l'exercice compte tenu de la contrainte des délais. Pour le 9 février, tout en sachant très bien qu'on n'en aurait aucune signée le 9 février, même si les Pays de Loire doivent avoir signé la première convention, donc elle a dû être signée en début de cette semaine, et que les autres vont suivre, était de dire il faut qu'on parte en base zéro, il faut que les préfets sachent chacun dans leur région ce qu'ont fait leur chambre régionale de commerce et les chambres territoriales rattachées. Donc voilà, on ne vous en demande pas plus pour cette première étape, et par contre au mois de juin, vous attaquez l'année 2014, quoi. Donc, sur la base ancienne
Non, je n'ai pas demandé votre autorisation, c'est très mal. Celui en face à côté de vous. Vous êtes bien sûr sur le... Non, parce qu'il faut quand même qu'on soit conscient qu'on marche complètement sur le crâne. C'est-à-dire qu'on est évidemment sur l'ancien modèle régional. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la tutelle, vous avez parlé de tout ça. Il y a quand même un élément aussi qui s'est révélé à mes yeux de façon très forte au moment de ces questions de la loi de finances. On a parlé de malentendu tout à l'heure. C'est le fait que les CCI ne se sentent pas sous tutelle, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'elles ont le sentiment d'être indépendantes. Et je pense que ça va avec aussi un renforcement du doute sur l'action publique que peut ressentir la communauté entrepreneuriale au sens le plus large du terme. Et encore une fois, je fais attention à ce que je dis, ça n'est pas lié seulement aux 3 dernières années, c'est beaucoup plus général et ça monte. Donc vous, comment, puisque on a la chance de vous avoir avec votre antériorité, excusez-moi, mais comment vous avez vu cette évolution et comment vous l'avez perçue et qu'est-ce qui pourrait justement redonner peut-être plus de sens, plus de calme dans la vision et donc plus de travail constructif pour l'avenir? Alors effectivement, moi sur les, moi je connais les CCI depuis le printemps 2009. J'ai l'impression effectivement que la partie établissement public de la fin de l'ancienne mandature, on est peut-être un peu plus dans le syndicalisme. Voilà, ce que reconnaissent d'ailleurs des présidents. D'ailleurs, le président de la région Rhône-Alpes, qui est un petit peu un des doyens du réseau, le rappelle de temps en temps à ses collègues. Il leur explique qu'on n'est pas, qu'ils ne sont pas le MEDEF, que c'est quand même pas mal d'avoir une cotisation, d'être financé sur dépenses obligatoires, parce que c'est quand même pas de la cotisation volontaire, quoi. Sinon, ça serait quand même un petit peu plus, ça serait quand même un petit peu plus compliqué. Donc, il y a quelques présidents qui reprennent ce discours, puisque quand on leur rappelle que moi j'ai une fois, pour leur faire plaisir, j'ai expliqué en section des finances du Conseil d'État que les consulaires avaient quelques doutes sur l'aspect dépenses obligatoires, donc voilà, puisqu'on avait, c'est nos taxes, c'est nos chefs d'entreprise, vous n'auriez rien à voir là-dedans, c'est pas, ça vous regarde pas. Bon, c'est un discours qui commence à s'infléchir. On a, il y a une demande, je pense, de la part des présidents, des présidents de CCI, alors c'est plutôt en général les présidents de CCI qu'on voit en comité directeur ou qui ont des responsabilités au niveau national dans le réseau, mais en même temps quelques présidents de petites chambres qui marchent plutôt bien, quoi, et qui bossent et qui trouvent que ça, effectivement, qui seraient plutôt demandeurs d'orientation assez claire de la part de l'État et pour vraiment s'articuler de la meilleure façon possible avec les collectivités territoriales. Moi, il y a des... Évidemment, ils vont pas prendre la parole en assemblée générale pour dire je demande à l'État de nous imposer ceci et cela, mais enfin il y a quand même les mêmes que vous rencontrez vous nous disent malgré tout la même chose sur le thème. Ce serait quand même plus simple si on avait ça brainstorm à niveau sur une réforme territoriale où effectivement, ce que rappelait Madame Vautrin, la tentative avortée de la tête de réseau en 2009, qui était de faire une vraie régionalisation, mais le président Bernardin n'a pas réussi à le faire voter. C'est un fait, c'est un constat. Donc, soit l'État reprenait la main et l'imposait, ce qu'il n'a pas souhaité faire non plus, manifestement, à cette période-là. Donc, il y a des gens qui commencent à être demandeurs de ça, de dire il faut un petit peu arrêter de se regarder en chien de faïence, il faut faire quelque chose de simple et de clair à 2 niveaux et pas avoir 3 niveaux, comme certains commencent un petit peu à l'imaginer pour complexifier le paysage, mais il faut là aussi où il y a des gens même je pense au président des Pays de Loire, qui est un type qui manifestement, à chaque fois qu'il y a une mission IGF qui va chez lui, tout le monde revient plutôt satisfait, que ce soit sur l'international ou sur l'accompagnement de proximité des entreprises, qui nous dit faut que le gouvernement fasse quelque chose de nous, le gouvernement, le Parlement, donc il faut, parce que Madame Lebranchu est venue à leur comité directeur mardi, elle l'a fait très bien, sans être agressive, mais elle leur a à nouveau rappelé qu'il fallait, où ils
c'était, ce qu'il devait faire. Et à chaque fois, les gens se disent, mais en réaction, il faudrait qu'il y ait une proposition, il faudrait que où l'État ou le Parlement reprennent la main, et on n'entend plus les partisans, j'allais dire, des corps intermédiaires refluent un petit peu, quoi. Donc, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même certains qui ont vraiment cru à cette clause de style qui était inscrite dans le code de commerce, comme quoi les chambres de, dans le code, comme quoi les chambres de commerce étaient des corps intermédiaires. Donc il y a quand même eu une petite, la moitié des présidents qui se sont crus d'ailleurs, je crois qu'André Marcon en est assez persuadé lui-même, comme quoi les CCI étaient un peu les héritières des parlements de l'Ancien Régime, avec un droit de remontrance au gouvernement, au Parlement, donc on leur rappelle de temps en temps de se méfier, puisque l'Assemblée législative en 1790 avait quand même vite supprimé tout ça, mais voilà, il y a eu un peu ça, quoi. À côté, on est des corps intermédiaires, on nous aime pas, on a le droit de faire ce qu'on veut de notre argent, donc c'est pas... Donc et ces gens-là sont en général ceux qui font malgré tout le plus de syndicalisme, clairement, quoi. Dire que donc c'est de temps en temps leurs collègues les rappellent un petit peu à l'ordre sur le thème, ou même ce que fait le président Griset quand certains de ses collègues veulent l'entraîner sur cette voie. Il leur dit, écoutez messieurs, moi on n'est pas en assemblée générale, je préside un établissement public, un réseau d'établissements publics, je ne suis pas là pour expliquer ce que je pense de tel ou tel point. Madame Vautrin, et puis après Madame Rabrin. Pardon, une question assez simple sur la répartition, parce qu'en fait, les CCI ont également des ressources propres. Et donc, c'est là où le débat se complique, puisque dans certains cas, est-ce qu'on a une moyenne, en fait, entre la part ressources propres opposée à la part, finalement, Oui, tout à fait. Ou dotation. On sait que globalement, les ressources propres représentent 52% des ressources, mais c'est jamais qu'une moyenne nationale qui évidemment est assez trompeuse, puisque si vous allez en Limousin, en Auvergne, on va vous dire c'est 75% de la ressource, c'est de la taxe, et vous nous assassinez, jusqu'à un petit quart dans les chambres qui se portent bien. Alors nous le faisons d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse, tous les 2-3 ans, on active un petit peu les postes à l'étranger pour savoir un peu ce qui se passe à l'international. Et là, nos correspondants qui travaillent chez Pierre-Antoine Gailly nous ont dit que la CCI de Madrid se portait désormais comme un charme, bien que l'Espagne ait coupé toute subside public depuis quelques années. Donc on va un petit peu demander, aux postes à l'étranger, en Espagne notamment, de voir un petit peu comment tout ça a pu intervenir. Madame Rabrin et après Monsieur de Courson. Ce serait très important qu'on comprenne bien ce qu'il y a dans... Ah oui. Ça nous permettrait de mieux appréhender la question qui a été la nôtre au moment de la répartition de la contribution de chacun, ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire lors de la dernière loi de finances. Et puis, je voulais vous reposer une question. Alors, j'aimerais bien que ce ne soit pas seulement une histoire de ressenti, mais je ne sais pas comment on peut la mesurer. Il me semble qu'il y a quand même un problème une espèce de crise de légitimité. Moi, j'étais contente qu'on reprenne cette question de la place des chambres, cette philosophie que vous avez évoquée au départ, ceux qui sont pour reconnaître la place de l'État et ceux qui estiment qu'ils sont libres et indépendants. Bon, ça, on vous a posé cette question. Mais il y a la question de la base. Et quand on interroge les entreprises ont du mal à reconnaître les CCI. Alors, je sais que ça n'est pas mesurable, mais est-ce que vous avez vous aussi faire un diagnostic, pour aller à l'international, pour savoir si vous avez besoin d'un manager, etc. Ils ont dit, mais non, mais c'est que des fonctionnaires là-dedans. Il y a quand même aussi une crise de légitimité. Je crois que le taux de participation aux élections est révélateur. Donc 17%, c'était 17% aux élections de 2010. Et avec, on a tous quelques amis chefs d'entreprise, ça permet de faire quelques sondages, et qui me disaient non, mais là, par exemple, la CCIP a bien fait son boulot, j'ai reçu 2 courriers de relance pour voter, on m'a téléphoné 2 fois chez moi, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, je vois l'image je me dis, moi, le président de la CCIP, quand un dîner d'État est retransmis à la télévision, on me flèche, où j'entends une déclaration, en général, qui reprend un peu des propos...
voilà, à la limite, il se dit, moi, entre quelqu'un du MEDEF, de la CGPME et la CCI, pour moi, l'image est brouillée, quoi. Elle est plus brouillée que... Mais toutes les images sont brouillées. Mais il y a même, d'ailleurs, ce que racontait une fois le président Vasseur était assez drôle. Il voyage avec un de ses administrés dans le TGV qui lui dit, dans les chambres de commerce, vous avez des sous, vous faites une superbe campagne de promotion pour les métiers, pour la formation par alternance et pour l'apprentissage. Et en fait, il parlait de la campagne qui était financée par la PCMA et le FNPCA pour la promotion des métiers de l'artisanat. Voilà. Donc les gens sont... Et dans une région consulaire où les choses se passent bien. Enfin, dire que c'est vrai que si on mélange tout ça avec le sujet des doubles inscrits où 65% des chefs d'entreprise sont obligés de payer une fois et demie, bon, il faut reconnaître que le paysage n'est pas de lisibilité. Monsieur de Courson. Oui, enfin, quand on regarde la situation dans le monde développé, vous avez soit le modèle anglo-saxon, ce sont des associations, ils sont libres, hein. Ils payent des cotisations, ils font ce qu'ils veulent, ils montent leurs affaires, ils vivent uniquement de recettes propres, à 100%, il n'y a pas un sou d'impôt, ce qui n'empêche pas des collectivités locales éventuellement de les aider sur un projet, etc. Soit on a le modèle, disons, latin, des établissements publics ou assimilés. La spécificité quand même française, me semble-t-il, c'est que ce sont des établissements publics, mais vu la part de certaines activités purement commerciales, hein, qui sont équilibrées par des tarifs, on a un peu un mélange des deux. Et j'ai toujours développé, de le temps où j'étais chef de bureau, ça remonte à un tiers de siècle, puisque j'ai eu les chambres de commerce dans mon portefeuille, monsieur Richet, voilà, parce qu'à l'époque, c'est la direction du budget qui pilotait ça. L'idée, ça serait de dire, si on maintient ce double financement, il faut isoler les activités financées sur recette propre, ce qui d'ailleurs était obligatoire sur toutes les concessions. Et normalement, il ne doit pas y avoir un sou d'impôt qui alimente les concessions portuaires, aéroportuaires, etc. Bon, mais au moins que ça soit clair. Et puis la section générale financée par l'impôt. Or, aujourd'hui, quand on regarde les comptes de beaucoup de CCI, c'est souvent mélangé. Alors, normalement, les concessions font l'objet de comptes propres, de budgets annexes, mais souvent, il y a un mélange. Bon. Alors là, est-ce qu'il ne serait pas possible de clarifier? Et puis le deuxième problème, c'est que la partie fiscale, c'est une drôle de partie fiscale, puisque j'avais été l'auteur, j'étais jeune député, c'était en 93, ça fait l'objet d'un arrêt du Conseil constitutionnel. Non, c'était en 88, donc j'étais au ministère de l'Industrie à l'époque. On avait fait passer un amendement qui responsabilisait les chambres, c'était leur assemblée générale qui fixait le taux de leur impôt. Simplement, on avait oublié de le plafonner. Le Conseil constitutionnel a annulé en rappelant qu'on ne peut pas déléguer, le Parlement ne peut pas déléguer le soin de lever l'impôt sans l'encadrer. Bien. Mais on pourrait le refaire. Ça serait peut-être un peu plus clair, parce qu'aujourd'hui, ce mécanisme administrativo, enfin bon, c'est quand même un peu spécial, hein, le mode de fixation de l'enveloppe, et après on en déduit un taux, même si on l'a régionalisé, parce que ça, c'est fait. Bon, c'est quand même d'une lisibilité, je trouve, et je trouve que on n'a pas vraiment choisi, comme souvent en France, le modèle. On pourrait dire que c'est un modèle associatif pour toutes les activités, disons, lucratives, même si la section principale peut éventuellement le faire, comme par exemple pour les subdeco. Dans les subdeco, souvent, elles sont subventionnées par la section générale, sur l'impôt. Mais au moins que ça soit clair. Et alors, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Ah oui, il y a une réflexion, parce que là aussi, la mission d'ensemble IGF, voilà, enfin, la vision qu'on en avait, nous, au travers de nos enquêtes, voilà, 5 missions CCI, 5 missions CCA, CMA tous les ans par le CGFI, là, bon. Et puis, il y a aussi le sujet de l'outre-mer où le problème est criant, puisque c'était là vraiment des CCI qui étaient complètement adossés à une infrastructure, port ou aéroport, qui fonctionnait sous forme de concession. Voilà, vous avez certainement dû tous entendre. Enfin, voilà, la CCI de la Guyane, c'est un secret de polichinelle localement et en métropole. Voilà, depuis 20 ans, les recettes excédentaires du port couvrent tout le budget de la CCI, section générale et autres. Et quand on a créé un établissement, un grand port maritime, établissement public, voilà, la CCI de Guyane, a rapté la trésorerie du grand port et ne l'a pas transféré. Et donc c'est un sujet qu'on est en train de traiter un petit peu à chaud, avec une mission de l'inspection des finances qui a été demandée en fin d'année dernière, là aussi, par Emmanuel Macron et Michel Sapin. Il y a une dernière question, ce sont les structures.
Pourquoi il y a des chambres de commerce, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture? Parce que ce n'est pas vrai dans toute la France. Il y a des parties de la France, dans les territoires d'outre-mer, où il y a fusion avec des sections. Il y a la section agricole, la section artisanale et la section industrielle et commerciale. Hein, alors le cas de la Réunion, puis... C'est Saint-Pierre. Pierre-Miquelon, autrefois, il et puis la chambre interprofessionnelle a été scindée en 3. Je voudrais revenir sur l'aspect impôt pour activités non commerciales et puis pour les concessions. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que dans un certain nombre de cas, les concessions sont un fardeau pour les CCI. Je sais bien que Renaud Richer vient nous parler de la Guyane où c'était justement le contraire, mais par exemple, si on regarde ce qui se passe pour la chambre de la Côte d'Opale, c'est une chambre qui a des difficultés financières, ou du moins qui doit traîner l'exploitation du port, et de ce fait-là, ça lui coûte beaucoup d'argent. Et donc là, quand ça va dans ce sens-là, eh bien, les partenaires économiques sont contents que la CCI finance, sans trop être regardant sur l'origine des fonds, finance ces types d'activités. Donc en fait, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi des aéroports en province qui sont dans cette situation. Donc c'est assez délicat. Mais c'est pas assimilé à une aide publique. Pardon ? C'est pas assimilé à une aide publique, tout va bien. Je pose une question très naïve. Est-ce que c'est assimilé ou pas à une aide publique? Je parle dans le champ maastrichtien, européen. Bon, a priori, nous avons une plainte Air France. Je me doutais bien aussi. Ah voilà, c'est Air France, non, c'est ça? La plainte, oui, voilà, une plainte Air France qui est remontée à la Commission. C'est moins, pour l'instant, les effets. Enfin, c'est le ministère de l'Équipement qui défend en premier rideau en tant que tutelle technique. Bon, c'est un peu moins effrayant que. Enfin, voilà, c'est moins terrible que ce qu'on avait pensé. Et puis là aussi, il y a des tas de. Vous y avez pensé, c'est déjà bien. Oui, voilà. Non. Mais on peut pas. Voilà, on peut pas s'empêcher. Enfin, voilà, bien sûr. On a tous ces sujets derrière. On va voir si M. Réberol. Je suis désolé de vous surprendre comme ceci, mais on n'a pas beaucoup parlé des chambres de métiers. Donc je pense que ça serait intéressant peut-être que vous en disiez quelques mots, et puis après que mes collègues réagissent. Et puis tout ça, on l'a évoqué d'ailleurs, hein, mais je veux dire, je pense que ça serait intéressant si vous avez quelque chose à ajouter. Alors peut-être je propose de commencer par une présentation du réseau des chambres de métiers, un peu rapide avec quelques chiffres. Donc ces chambres consulaires, comme vous le savez, sont des établissements publics à caractère administratif, mais elles ne sont pas des opérateurs de l'État, en ce qu'elles n'ont pas de comptable public, et notamment et surtout parce qu'elles sont composées d'élus. Voilà. Donc elles ont une autre particularité aussi qui est le statut des agents, je le cite, puisque c'est un statut qui n'est ni calé sur celui de la fonction publique, ni d'ailleurs sur le code du travail, qui est sui generis et qui est défini par négociation paritaire entre l'employeur et les représentants du personnel, qui définit un statut au sein d'une commission paritaire nationale qui dit 52. Voilà. Donc il peut poser des problèmes juridiques par ailleurs sur des points particuliers. Donc ce réseau est composé de 103 établissements publics à ce jour, donc la PCMA, dont les missions sont définies à l'article 5.8 du Code de l'artisanat. On a 15 chambres régionales de métiers de l'artisanat, dites CRMA, et on va avoir 11 CMAR, c'est-à-dire chambres des métiers de l'artisanat de région. Voilà, donc la différence, un peu technique, mais vous le savez, les chambres régionales de métiers de l'artisanat sont composées en fait de chambres départementales qui lui sont rattachées, tandis que les CMAR, les chambres de région, elles sont composées de sections qui sont rattachées à cette CMAR, et ces sections n'ont pas de personnalité juridique. Voilà. Ça résulte notamment des différentes évolutions, notamment celle de la loi consulaire de 2010. Donc, on a 4 CMAR ultramarines comptées dans les CMAR, 77 chambres départementales. Voilà. Ce réseau emploie 11 258 agents publics, dont 8 000 titulaires, 8 010 titulaires et 3 248 non titulaires. Les ressources du réseau pour 2012 étaient de 797 quasiment millions d'euros,
qui se répartissaient de la manière suivante. Donc 28% de taxes pour frais de chambre, 49% de subventions, alors notamment en fait des conseils généraux pour la formation et pour l'apprentissage, et 23% d'autres produits, donc de prestations diverses tarifées. Donc c'est largement moindre que pour les CCI par définition, je dirais. Quelques chiffres sur l'apprentissage également, puisqu'on en a parlé. Pour les chambres métiers artisanales, pour les chambres départementales qui gèrent, auxquelles sont rattachés des centres de formation directement rattachés, une cinquantaine de centres, elles ont en stock, si je puis dire, 66 000 environ apprentis sur une masse totale en France de 400 000 apprentis, pour avoir un ordre d'idée de ce que ça représente. Voilà. Donc, alors bien sûr, les attributions, la répartition des attributions entre l'échelon national, régional et les chambres départementales. La PCMA a un rôle de définition de la stratégie et de coordination de l'ensemble du réseau, qu'elle fait, je pense, assez bien, même si j'ai peu d'antériorité sur ce poste et je ne suis pas le mieux placé pour en juger, mais après ce que je comprends, ça fonctionne assez bien. Des chambres régionales, en fait, qui essentiellement, enfin les CMAR et les chambres des métiers qui gèrent le répertoire des métiers, les sujets relatifs à la qualification, et les chambres des métiers, en fait, départementales qui, elles, gèrent également le RM et surtout également le contact de proximité avec les artisans et les centres de formation qui leur sont rattachés. Écoutez, voilà pour cette présentation générale. Je pense qu'on va peut-être passer à des questions plus spécifiques sur ce sujet. Monsieur Forêt. Oui, vous venez d'évoquer le nombre d'apprentis que vous gérez, 66 000 sur 400. Que pensez-vous de l'offre en matière de formation ? La jugez-vous adaptée aux besoins, aux attentes aujourd'hui? Comment ces plans de formation sont-ils fixés? Et y aurait-il là aussi nécessité de peut-être faire évoluer les choses? Bien, oui, non, les plans, ce sont évidemment les gros contrats d'objectifs et de moyens. Alors là, État, région et partenaires de formation qui crantent effectivement la structure de formation des chambres de métiers. Alors une particularité, elle travaille nécessité en quelque sorte a fait loi, puisque les CFA des chambres de métiers sont financés à 83% en moyenne par les régions. Donc voilà, donc ça fait depuis un certain nombre d'années. Donc nous, la tête de réseau à PCMA, nous remonte plutôt des bonnes relations avec les régions. Ils ont, là aussi, ils ont un sujet. Alors eux, leur sujet, effectivement, ce que Pierre vient de vous dire, c'est qu'effectivement, c'est quand même un CFA, ça coûte cher. Et voilà, c'est aussi pour ça que la région en paye 83% en moyenne. Et on a un sujet clairement, il y a clairement un sujet de mutualisation des CFA des chambres de métiers. Voilà, c'est pas la peine, si on traverse avant d'arriver au viaduc de Millau, la chambre de Lozère veut garder son CFA alimentaire et la chambre de l'Aveyron aussi. Mais cela dit, je pense que dit le président Griset est assez vrai. Il y a vraiment une attache assez. On n'a pas ça on a moins ça côté chambre de commerce, mais côté chambre de métier, un président de chambre, ça a été à 90% un ancien apprenti de son CFA. Et donc, si vous demandez, effectivement, de temps en temps, le président Griset, quand un ministre chargé de l'apprentissage vient à une assemblée générale, demande à ses présidents, qui a été apprenti dans le CFA de sa chambre, et il y en a, quasiment 8, il y en a 80% qui lèvent la main. Et donc, c'est vrai que ça, alors c'est affectif, c'est très sympa, mais d'un autre côté, les gens sont un petit peu arc-boutés sur leur territoire. Il n'y a pas que sur les territoires ruraux, d'ailleurs, puisque la région parisienne en est l'exemple, les deux gros CFA qui se cannibalisent dans le 93 à Bobigny, le CFA du président Toulmay et le CFA interconsulaire 91 Essonne, mais le CFA, ces deux CFA qui ont été un peu surdimensionnés. Et il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir deux CFA pouvant accueillir 2500 apprentis tous les ans dans la région parisienne, malgré tout. Donc, surtout qu'en plus, on voit bien, 66 000 apprentis sur un total de 400 000, c'est quand même pas, parce que il y a les CFA des organisations professionnelles, il y a les écoles nationales, l'école nationale de la boulangerie qui est à Rouen, il y a effectivement, on a quand même il y a quand même une offre, et puis l'apprentissage est devenu un secteur concurrentiel. Enfin là aussi, je veux dire que même les
même les universités ouvrent des classes d'apprentissage, les lycées professionnels, donc il faut de plus en plus aller se battre pour créer une offre d'emploi concurrentielle. Il y a, voilà, donc je trouve, comme ça, sur 4-5 ans, la PCMA, je trouve, a eu quand même quelques bonnes intuitions de dire il faut aussi rassurer les parents. Enfin, il faut même presque commencer par rassurer les parents sur la voie, sur l'apprentissage. En tant que, même si, en tant qu'usager parisien, j'aurais tendance à penser qu'un artisan qui travaille bien à des prix honnêtes, à 50 ans de travail devant lui, et sans trop, mais enfin, manifestement, ça a l'air quand même un peu plus compliqué ailleurs. Et donc ils ont labellisé quelques CFA, ils les ont rebaptisés URMA, Université régionale des métiers et de l'artisanat, et ils se sont quand même arrangés avec l'éducation nationale, et le bureau de la formation chez nous les a accompagnés, et c'était tout à fait normal, à monter donc des filières du CAP au BTS, grosso modo, pour que les parents n'aient pas l'impression que leur fils soit condamné. Et puis c'est vrai, c'est quand même toujours la moitié des créateurs d'entreprises sont des artisans qui créent leur emploi. On retrouve tous ces sujets, là aussi je trouve qu'ils font ça, Madame Rabrin. Oui, je sais que l'heure tourne, c'est passionnant. J'avais une question sur les fusions possibles CCI CMA, et puis je voulais aussi, on n'a pas abordé ça quand on était plus sur les chambres de commerce, la question de la péréquation. Est-ce que ça fonctionne bien? Quelles sont les marges de manœuvre? Vous savez, on vous avait posé une question assez précise sur la péréquation. Ce que vous appelez la péréquation, c'est le fonds de financement d'accompagnement le FFA, d'accompagnement du réseau, je pense que c'est ça. La partie décret. Oui. LFR d'août 2014, c'est ça, oui, qui a créé ce fonds. Là, voilà. Alors je pense que on en a déjà, nous, on vient d'avoir les résultats financiers. On sait exactement, précisément, ce qui va remonter à la PCMA après écrêtement en 2014, donc, puisqu'évidemment, le budget se servait en priorité. La PCMA, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour la PCMA. La bonne nouvelle, c'est que c'est un réseau qui investit, puisque le système était de dire, on prend donc tout ce qui va au-delà de 120 jours de fonds de roulement au 9 août 2014, et on déduit les investissements, donc tous les investissements, mais les vrais investissements tamponnés par le préfet jusqu'au 9 août 2014. Donc on avait, en se basant sur les budgets exécutés 2012, on avait effectivement, donc en fonds de roulement disponibles susceptibles de remonter 58 millions d'euros, et quand on a déduit tous les investissements effectués, on arrive à 18 millions d'euros. Donc sachant que l'écrêtement là-dessus dû à l'État est de 17 millions d'euros. Enfin, c'est pas encore, les chiffres ne sont pas encore arrêtés parce qu'il faut faire remonter les rôles via la DGFiP et calculer le montant d'écrêtement, mais ça sera probablement 17 millions d'euros. Donc le fonds de péréquation, en réalité, ça sera ce qui reste, c'est-à-dire 1 million d'euros. Voilà, vu ce que nous a donné comme la DGFiP en début de semaine, on en est dans un ordre 1,2 million, 1,3 million, c'est pas, voilà. Mais là, je pense que la PCM avait été un peu optimiste, mais on l'avait vu tout de suite sur les grosses chambres qui auraient pu être contributrices. La chambre, par exemple, la Chambre des métiers de Paris avait 6 millions, mais une fois qu'elle a déduit tous ses investissements, et de façon complètement régulière d'ailleurs, tamponné par le budget approuvé par le préfet, donc on n'était plus qu'à 2 millions. Voilà, donc c'est vrai que c'est vite descendu. Alors, les fusions interréseaux ou entre ouais. Voilà, alors là, on bute immédiatement, sur l'obstacle politique. Nous, quand on en parle, on en entend surtout parler par les deux têtes de réseau qui nous disent, notamment du côté de la PCMA, elle ne l'a pas du tout. J'ai un petit réseau qui fonctionne bien, vous voyez, moi j'ai pas embêté l'État, je fais tout ce qu'on me demande de faire, je n'ai pas du tout envie d'être fusionné dans ce gros bazar biscornu qui fonctionne pas bien, qu'on appelle les chambres de commerce. Et voilà, donc on en est là côté CMA, et côté CCI,
Et côté CCI, côté CCI, de temps en temps, quand la tête de réseau est un peu mécontente parce que M. Griset leur a piqué les fromagers ou leur a piqué les cuisiniers, donc les cuisiniers vont devenir des artisans, les fromagers vont devenir aussi des artisans, donc de temps en temps, la tête de réseau CCI en mesure de représailles. Ça pourrait leur faire des économies quand même, parce que quand ils sont commerçants et artisans, ils payent les 2 taxes. Hein. Je rappelle juste cette petite remarque qui est loin d'être négligeable. Hein. Oui, merci, Monsieur le Président. Plusieurs choses d'abord sur ce dernier point qui vient d'être évoqué. C'est, je crois, quand on parle de la loi NOTRe ou de textes sur l'évolution, je pense qu'il y a un moment, il faudra vraiment se poser les questions de qui fait quoi. C'est vrai des services de l'État, c'est vrai des collectivités en termes de compétences économiques, entre le bloc local et incontestablement région et département, et plus particulièrement région. Et c'est probablement là qu'il faut avoir le courage de mettre en face qui travaille avec qui, y compris chez les consulaires. Premier élément. Deuxième question, moi je voudrais revenir sur les CMA et notamment sur les relations à la tutelle. Je crois qu'il serait intéressant. Moi j'ignore comment aujourd'hui le réseau peut-il rendre compte de sa performance et de l'utilisation des ressources fiscales pour les missions prévues par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes. Et je crois que ça serait là aussi, comme on l'a demandé tout à l'heure, je crois que ça serait intéressant que pour chacun des réseaux, on ait une photographie précise de ce qui se passe, à la fois sur les ressources propres et d'autre part de ce qui se fait en fonction de ce qui est obtenu par les ressources fiscales, de façon à ce qu'on ait une lisibilité plus importante. Bon, j'imagine que les chambres ont des comptabilités qui permettent de le regarder. Enfin, autre point sur lequel moi j'aimerais bien avoir des informations, c'est notamment sur les CMA, sur la répartition des charges du réseau et sur l'évolution de la masse salariale, parce que là aussi, il y a pas mal de questions. Et je terminerai sur l'apprentissage pour dire qu'il faut qu'on soit conscient, enfin, je pense que nous sommes nombreux à nous rendre aux assemblées générales de nos chambres des métiers, et ce qu'on entend beaucoup, vous avez tout à fait raison, Monsieur Richet, quand vous évoquez le fait que très souvent, les responsables des chambres des métiers sont eux-mêmes d'anciens apprentis, mais ce qu'ils vous disent tous, c'est qu'ils ont l'impression aujourd'hui que c'est une charge, l'apprentissage est une charge pour leur entreprise, sans derrière forcément des accompagnements. Là aussi, il y a peut-être des réflexions qu'il faut que nous menions par rapport aux recettes fiscales qui sont perçues et les accompagnements qu'il conviendrait d'apporter. Et d'ailleurs, enfin, sur le dernier point que vous évoquiez, Madame la Présidente, on a rencontré la semaine dernière les syndicats d'enseignants. Il y a un dialogue sur la réforme du statut des personnels enseignement. Alors là, pour l'instant, les positions sont complètement frontales et complètement tranchées, puisque l'idée de la tête de réseau est de dire il faut que les enseignants fassent plus de travail d'intérêt collectif, un peu moins de préparation individuelle de cours, à somme égale répartie sur l'année, pour pouvoir effectivement vérifier un petit peu plus ce qui se passe dans les entreprises, aller un petit peu faire reconnaître l'offre de formation des chambres de métiers dans un environnement concurrentiel, et puis d'expliquer qu'en matière de difficultés de ressources, c'est si on veut quand même que la région continue, la région elle subventionne des apprentis qui sont en face d'enseignants et qui ont des vrais parcours d'intégration, sachant qu'effectivement quand un gamin est apprenti dans un CFA, quelque part il a plus de il est déjà en alternance, il a déjà un contrat de travail, les problèmes sont plutôt derrière lui, mais effectivement on a c'est manifestement ça devient la période devient un peu compliquée. Et on l'avait vu d'ailleurs, on a vu les effets, alors je ne sais pas si ce sont les effets de la crise économique, mais c'est vrai que pour la première fois en fin 2012, on a eu quand même un solde net de suppression d'entreprises artisanales de moins 3000. Donc, alors que jusque-là, grosso modo, on arrivait, il y a toujours un secteur qui tirait l'autre. On a eu les dernières statistiques trimestrielles qui sont tombées. On voit bien le bâtiment est à moins 7, moins 8. L'alimentaire, c'est moins 2, moins 3. Alors avec curieusement, la charcuterie est encore un peu en positif, les fromagers aussi, mais on voit quand même que globalement tout ça commence la voilure commence quand même à se réduire, quoi. Donc effectivement, on a effectivement tous ces sujets. Alors il y avait, puisque là, autant se dire les choses, le président Griset n'a jamais souhaité signer un contrat d'objectif et de performance avec l'État. Ça, il a toujours, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que, alors ça dit, c'est pas, plutôt que de faire comme les chambres de commerce, de signer des choses et puis après d'essayer de biaiser un petit peu, lui, quand il veut pas, il veut pas. Voilà. Donc après, la balle, quelque part, est dans le camp du gouvernement. Je veux dire que chacun... Par contre, on avait quand même un outil qui existe, qui sont quand même les conventions signées par les préfets et les chambres régionales sur la fixation du droit additionnel.
Donc, et ça, le droit. Et là, c'est prévu par le Code général, c'est prévu par le Code 1600, l'article 1601 du Code général des impôts. Donc, si une chambre régionale de métier, enfin, si les chambres de métier d'une région veulent avoir un complément de ressources fiscales, bon, qui va entre 65 et 90% du droit fixe, il faut qu'ils signent une convention avec le préfet et qu'ils fassent voir un petit peu ce qu'il faut en matière d'investissement. Donc, on arrive à retrouver un petit peu une vision un peu synthétique au travers de ces conventions, mais qui ont comme base légale le Code général des impôts, quoi. Mais là aussi, il y a un sujet de reporting, effectivement. Alors, ce qui les a, enfin voilà, ce qui a fait leur force entre guillemets, c'est le fait qu'ils passent quand même un peu sous les écrans radars, puisque bon, effectivement, ils ont 800 millions d'euros de la recette fiscale des chambres de métier, c'est un peu moins de 200 millions d'euros. Enfin, du coup, à force de jouer les, voilà. Bon, voilà, ils passent un petit peu sous le, et puis voilà. Après, ce sont des après, voilà. Puis après, il y a d'autres considérations, bon, qui rentrent en ligne de compte, mais effectivement, il n'y a que, grosso modo, grâce à cette disposition fiscale, qu'on arrive à balayer effectivement. Alors, bon, mais c'est vrai que c'est bon, voilà. Mais voilà, c'est. Je vais rebondir là sur la question que posait Madame Vautrin, mais je vais être encore plus direct que ce qu'elle sous-entendait. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les réseaux consulaires pourraient changer de tutelle et passer de la tutelle de l'État à la tutelle des régions? Bah, écoutez, moi, c'est même des choses. Voilà, bon, on a notre. Ah oui, tout à fait. Non, mais elle vous en parlera quand elle viendra à une prochaine audition. L'actuelle directrice de cabinet, Carole Delgame, avait, pour anticiper un peu la prochaine réforme, les nouveaux trains de réforme, notamment l'alignement des deux réseaux sur la nouvelle carte territoriale, donc a fait un cycle de réunions organisé par la CFCI. On a eu 4 ou 5 réunions en fin d'année. On a vu une quinzaine de présidents, mais tous très sympathiques, très intelligents, et nous expliquant pourquoi dans leur région, leur département, ça devait marcher comme ça, parce que ça allait marcher comme ça en face avec les collectivités territoriales. Et donc, la question, on finit par... Enfin, voilà, même si on sait qu'ils sont arc-boutés contre, bon, pour des bonnes et peut-être certainement aussi quelques mauvaises raisons, on finit par se demander, mais pourquoi, du moment qu'on est dans une logique où effectivement chaque consulaire suivra un petit peu son homologue ou viendra en complément d'activité de son homologue territorial, pourquoi ça leur fait si peur? Enfin voilà, je veux dire que, surtout qu'en plus quand on discute avec quelques présidents, ils sont les premiers à reconnaître que bah oui, ils règlent les dossiers du bassin d'emploi dans le bureau du président du conseil régional, dans le bureau du président du conseil régional, enfin bon, enfin voilà, je veux dire, c'est assez, enfin tout ça, il y a des propos. Vous pensez que l'État est prêt à... Ah ça, voilà, moi je ne peux que... Au regard de votre expérience, c'est presque personnel. Bon, écoute, c'est très curieux parce qu'il y a... Voilà, non, mais c'est... Alors, voilà, Catherine va repréciser, parce que je pense que c'est le débat qu'elle a lancé. Voilà. On est sur des logiques de gagnant-gagnant. Il y a des expériences en local. Et donc, est-ce que l'État a recensé ces expériences? Et est-ce qu'à partir des expériences qui sont menées, on peut travailler? Parce que moi, je ne crois pas trop à la logique du bâton, je crois plus à la logique de l'échange. Et aujourd'hui, il y a des expériences qui existent. La preuve, on nous avait dit, les chambres métropolitaines, ça ne peut pas se faire, ça s'est fait, il y a des endroits où ça fonctionne bien. Moi, je suis élue d'une collectivité où aujourd'hui, il y a une mise en commun des services entre la chambre et la métropole. Je connais d'autres présidents de groupes de travail qui travaillent sur les mêmes sujets. Donc, ce qui veut donc dire que ça existe et c'est possible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de l'État, une logique incitative avec des retours d'expérience, un recensement pour qu'on puisse avancer? On ne peut pas, d'un côté, essayer de faire un texte sur une partie de compétences et ne pas regarder la totalité. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... oui, voilà. Et on a l'impression que ce qui braque, mais là, voilà, c'est ce qui bloque les consulaires, parce que ça, je pense qu'effectivement, ils le font au quotidien. Enfin, dire que, ce qui est normal, d'ailleurs. Enfin, de toute façon, la région est tête de file sur le développement économique, sur la formation, sur les principaux champs d'action des chambres, et ce sont les collectivités locales qui ont les moyens. Donc, et en plus, ils bossent très bien. Enfin, on a fait quelques coups de sondage dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le président Griset a passé des conventions avec la région et ça se passe remarquablement bien. Il y a du suivi, du reporting, 150 indicateurs de gestion par convention et ça ne lui viendrait pas à l'idée de contester ça. Par contre, signer un contrat d'objectif et de performance au nom de sa tête de réseau avec l'État, ça ne lui paraît pas. Et par contre, ce qui est vrai, mais là, cela dit en plaisantant, je pense que c'est le passage sous la tutelle des régions qui a l'air d'effrayer. Ils étaient intervenus et d'ailleurs... Oui.
Oui, tout à fait. Donc, ils avaient d'ailleurs obtenu au moment des débats, au moment du lancement de la mission IGF, qui préfigurait un peu la rédaction des premiers articles sur les lois territoriales, donc un courrier de Jean-Marc Ayrault qui leur avait écrit que le passage sous tutelle régionale était exclu à l'occasion de la préparation des projets de loi territoriaux. Et c'est la première chose qu'ils ont été demandés au Premier ministre. Alors, je ne sais pas si c'est la proximité, si c'est... voilà. Donc, alors après, l'Assemblée générale des CCI prend des délibérations pour dire que c'est pour respecter le principe. Il faut qu'on puisse équilibrer entre les régions riches et les régions pauvres, ne pas accroître les écarts. Enfin voilà, on a dit bon voilà. Après, on ne peut pas s'empêcher de penser que la tutelle serait peut-être plus, peut-être un peu plus musclée que ce qu'elle est actuellement. Voilà, mais voilà, ça c'est bon voilà, mais voilà. Mais effectivement, il y a on est complètement. Mais je pense que le système actuel leur convient assez bien. Vous avez très peu de dispositions dans le code de commerce qui organise la tutelle de l'État, et comme il n'y a pas de tutelle sans texte, donc le préfet ne peut pas faire grand-chose entre guillemets. Derrière, il y a l'affectation de la taxe. Ah oui. C'est ce que c'est-à-dire que justement, vous avez effectué une forme de rappel à l'ordre. Enfin, pas vous, je ne parle pas de vous. Hein, je parle de. Enfin, Bercy, lors du PLF, a fait une forme de rappel à l'ordre. Bon, vous avez des arguments pour le justifier, même si à titre personnel, je l'avais combattu. Vous avez des arguments pour le justifier. Bon, maintenant, ce rappel à l'ordre ayant été fait, vous avez dit que ça avait déclenché une évolution. Moins de positions que vous avez appelées syndicalistes, plus de rappels sur les missions principales. Donc dès lors qu'on est dans ce mouvement-là, après, elles vont chercher un sens à cette action. Or là, si j'ai bien compris la loi NOTRe et la volonté du gouvernement actuel, c'est de conférer davantage aux régions le pouvoir de l'organisation territoriale du développement des politiques économiques. Donc il y a la matière à peut-être faire évoluer leurs sentiments sur la tutelle. Mais maintenant, il y a la ressource. Donc la ressource, il faudrait que l'État reconnaisse que, même si la taxe reste ce qu'elle est, c'est les régions, non pas qu'elle leur soit affectée, elle est toujours affectée au CCI, enfin au CCI, CMA et autres, mais par contre, que c'est eux qui pilotent directement, qui en sont la tutelle. Donc ça pose un sujet quand même, parce que ça veut dire que l'État à ce moment-là ne plus, peut fixer, enfin nous, c'est pas l'État d'ailleurs, c'est nous qui fixons le taux, mais par contre en termes de prélèvement, enfin voilà quoi, donc il n'y a plus la tirelire dans laquelle ils peuvent puiser. Non, tout à fait. Non, c'est on va voilà. Moi, ce qu'on découvert, c'est le charme des sujets Bercy, c'est que bon, on rentre quand il y a moins de sous, on est quand même obligé de regarder un petit peu ce qu'on en fait. Et c'est vrai que les chambres de commerce n'ont vraiment pas cru aux 500 millions. Enfin, elles ont cru que les 270 millions de l'année dernière avaient été un peu prélevés presque par inadvertance. Enfin, bon, évidemment, ça a été quasiment inodore et incolore, donc bon, ça n'a pas fait. Mais enfin, là, c'est vrai qu'1 milliard 100 en triennal sur 3 ans, ça commence à se voir. Et puis, c'est vrai qu'ils ont vraiment... Emmanuel Macron leur a dit, écoutez, nous, on a bâti quelque chose de robuste juridiquement, puisqu'on sait que vous irez au bout des recours. C'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intelligent au plan économique. Effectivement, il y a certainement eu plein de dégâts collatéraux, mais c'est aussi à vous, président d'établissement public, d'assumer. Enfin, voilà, dites-nous ce qu'il faut préserver. Dites-nous, on ne peut pas écrire une usine à gaz dans la loi de finances. C'est quelque chose qu'on a vu, moi, c'est la première fois... en quelques années de Bercy, où le secrétaire général du gouvernement a pris le temps pendant un quart d'heure de regarder quand même l'article du PLF. Donc ça n'a pas été passé, on y a fait vraiment attention, et c'est vrai que là, du coup, il y a une partie État, effectivement, ils ont été, surtout qu'ils ont pu renverser la table, ils ont viré les préfets de leurs assemblées générales en province, il ne s'est rien passé. Ils ont écrit dans la presse tous les 2 jours que Bercy est un ramassis triple buse avec les ministres qui les dirigeaient. Et il ne s'est rien passé, donc ça leur a fait curieux, quoi. Donc du coup ils se sont dit, il se passe rien, et puis voilà. On évoque depuis le début une possibilité de faire des fusions entre des chambres des métiers, des CCI, etc. pour optimiser, peut-être améliorer aussi les services. Mais bon, force est de constater que ça ne va pas se faire facilement non plus, parce que le statut du personnel est différent. La façon de pratiquer dans l'élection, etc., les cotisations est aussi assez différent. Est-ce qu'il y a une mission par au moins déjà CCI
CCI ou chambres des métiers pour essayer de faire que les statuts du personnel puissent s'uniformiser, pour que nous puissions ensuite envisager par étapes, parce que moi je suis comme Madame Vautrin, je ne crois pas que le bâton fasse avancer les choses sérieusement. Par contre, procéder par étapes en se fixant une trajectoire ou un cap sur une de données pourrait améliorer, à mon sens, les choses et les faciliter. Alors, c'est vrai que ça demanderait qu'il n'y ait pas d'alternance, ce qui nous irait très bien pour qu'on puisse s'inscrire dans le temps. Et non, je plaisante. Mais bon, il serait sage. Non, mais il serait sage que nous puissions le voir ensemble pour le fixer, et parce qu'on sait très bien que ces étapes seront indispensables. Un petit point aussi, c'est pour de l'anecdotique, mais encore que. Des CCI sont normalement là pour aider aussi les chefs d'entreprise dans leur mission, ainsi que les chambres des métiers. Et curieusement, leur personnel fonctionne pas du tout au rythme des entreprises. On commence à 9h, on finit à 11h30, on reprend à 14h, on finit à 17h. Quand normalement, il faudrait un accueil plutôt de 6h du matin jusqu'à 7h30 ou 8h pour que le chef d'entreprise puisse avoir des services qui lui répondent, etc. Est-ce que ça aussi, ça ne pourrait pas être, dans le cadre d'une mission, un rappel à quelque chose de logique, à quelque chose de service? Parce que vous avez évoqué vous-même tout à l'heure le fait que un des présidents, en voyageant, a rencontré quelqu'un qui confondait tout. Et les gens ne se sentent plus concernés par cet outil qui finalement, souvent, est une sorte d'outil entre soi, où les avertis s'en servent, les non-avertis passent devant la fenêtre. Là aussi, il y a un rôle à jouer. Qu'en est-il et qu'en pensez-vous? Surtout que, je trouve paradoxalement, les CCI ont la même clientèle que les CMA. Enfin, c'est plutôt de la TPE et de la PME, du commerce, de l'industrie et des services qui va. Voilà, ce ne sont pas les adhérents de la FEP qui vont aller. Voilà. Et en plus, eux se plaignent qu'ils se font matraquer puisque ce sont eux les gros contributeurs à la parafiscalité. Enfin voilà, France Télécom, c'est 24 millions d'euros, donc bon, c'est quand même plutôt eux qui financent le réseau. Les réflexions sur les rapprochements entre les deux réseaux avaient été menées depuis, je me rappelle de la mission qu'on appelait la mission Grand Guillaume, du nom du patron de l'IGF senior qui la pilotait. Alors, bon, voilà, elle était vue sous le prisme Bercy, c'est-à-dire combien ça rapporte si on fusionne, si on rationalise, si on rapproche les statuts sur une base moyenne, quoi. Donc, bon, ça, on voit à peu près, bon, ça, voilà. Mais par contre, effectivement, rien n'a été encore lancé, ou en tout cas, voilà, c'est une décision politique, effectivement, voilà, là, on est vraiment dans la décision politique avec un grand P. Mais, c'est comme, a priori, ce sont quand même des agents qui ont quand même plus de points communs que de différents. Enfin, déjà, concernant la nature de leurs ressortissants, ils sont quand même sous statut, donc c'est quand même des choses qui peuvent quand même se rapprocher. Les statuts sont quand même écrits sous l'égide de la loi de 1952, c'est la même loi qui prévoit une CPN dans chaque réseau, même si elles sont réalisées un peu différemment, c'est quand même du paritarisme, il y a des choses qui existent, les gens sont payés sur la valeur d'un point d'indice, évidemment, entre les trois réseaux consulaires, on n'a pas le même point entre la chambre d'agriculture, la chambre de métier et la chambre de commerce, bon, mais voilà, mais enfin, on a quand même un substrat commun, et puis là aussi, ça serait quand même l'occasion, je ne connais pas les chambres d'agriculture, mais enfin, les chambres de métier ont quand même un système assez simple, on peut comparer la rémunération de n'importe quelle profession d'une région à l'autre, ce qui est quasiment impossible. Enfin voilà, ce qui est quasiment impossible. Déjà, il a fallu 1 an et demi au moment où on a transféré la gestion des personnels des chambres de commerce au niveau de la chambre régionale, il a fallu 1 an et demi de négociation dans les régions sérieuses parce que un comptable à Auch s'est payé 30% de moins qu'un comptable à Toulouse. Voilà, donc c'est pas parce que compte tenu, il y a 3 éléments dans la rémunération d'un agent des CCI, c'est compliqué. C'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de prix, un espèce de taux indemnitaire qui correspond quand la CPN vote un minimum de revalorisation de ce taux indemnitaire qui correspond à 0,1 de la masse salariale. Un président de CCI peut faire ce qu'il veut puisque c'est un plancher. Donc il faut que ça soit voté en CPN pour déclencher, mais sur la base de ça, vous pouvez voilà. Et donc après, on arrive à quelques aberrations en matière d'équilibre de rémunération. Des remarques supplémentaires? Des choses à rajouter, messieurs? On peut conclure là cette première audition très riche. Juste, Monsieur le Président, Monsieur Richer. Voilà, juste, Monsieur le Président, si quelqu'un peut nous faire une petite récap de ce que l'on vous doit. C'est vous qui nous. Voilà. C'était ce que vous aviez dit. Voilà. Mais parce que on a noté à la volée les demandes, notamment sur la répartition de la taxe, etc. Mais si vous pouvez nous faire une liste, peut-être plus. Voilà. Merci. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Toujours.
Non, et puis il y a aussi des questions qu'on se pose en général plutôt vers la fin, parce qu'on a synthétisé un certain nombre de choses. Comme vous êtes un passage obligé et central de enfin, vous avez énormément d'informations à votre disposition, ça sera très utile que vous éclairiez un certain nombre de points techniques qu'on aurait vus au fur et à mesure des auditions. Hein, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, et donc à très bientôt.